Bienvenue dans le monde d'après. La pandémie qui a mis en 2020 le monde entier en quarantaine est à l'origine d'une petite révolution. L'expérience inédite du confinement à un niveau planétaire nous a significativement propulsés vers une utilisation massive des technologies numériques. Et qu'on ne s'y méprenne pas, les arts énergétiques et martiaux chinois ont démontré dans ce contexte être tout à fait adaptés pour l'enseignement à distance, moyennant quelques petits aménagements, afin de continuer à répondre à notre besoin de reconnexion au corporel, en conscience et à tout âge. Au XXIe siècle, la sédentarité s'avérant être l'une des causes les plus importantes de troubles pour la santé, il est plus que jamais crucial de pouvoir maintenir une activité physique, même en situation d'isolement. Pourtant, il n'a pas été évident pour tout le monde d'envisager des cours avec webcam interposée, même si professeurs et élèves ont pour beaucoup tenté l'expérience. Focus. Bien avant notre ère, en Chine, l'empereur jaune interrogeait ses ministres, médecins et grands astronomes sur leurs connaissances quant au secret de la longévité humaine. Leur réponse était aussi limpide qu'un lac de grande altitude. Il faut savoir mener une vie simple et paisible. Gardant ainsi en réserve toute son énergie, le corps sera protégé des agressions et des maladies. Basée sur quelques grands principes, la médecine traditionnelle chinoise était alors déjà connue et appliquée. Les pratiques physiques, psychiques et spirituelles en sont les constituants majeurs. Depuis des millénaires, l'homme s'inspire des mouvements des animaux et des principes naturels pour protéger sa santé et cultiver sa longévité. Ainsi, l'énergie et le calme sont découverts et entretenus par ceux qui pratiquent le Qigong et le Tai Chi Chuan. On va commencer? Ça va pour vous? C'est bon. Écran partage. Vraiment, pour moi, l'essentiel, c'était de ne pas perdre le lien. Pendant la période de confinement, au printemps 2020, plutôt que de perdre des élèves, Noël Anne Sparta, professeur de Tai Chi Chuan dans la région de Dijon, s'est résigné à maintenir son enseignement par visioconférence. Un exercice pas toujours simple. On repart à droite. Il a fallu complètement adapter la manière d'enseigner. Déjà par rapport à l'espace. Tout le monde n'y a pas adhéré. J'ai eu des groupes réguliers, mais c'était quand même des groupes relativement restreints par rapport à la base des élèves. Certains avaient des problèmes de connexion, mais beaucoup m'ont dit « Ah non, mais moi je suis déjà en travail sur ordi toute la journée, je ne peux pas ». Et après, j'ai vraiment réussi à garder un groupe très fidèle, très régulier, parce qu'on a abandonné finalement l'idée de faire la forme ou des extraits de la forme de Tai Chi. On n'a fait que des mouvements statiques. Ce qui a été très positif dans ces premiers rendez-vous, c'est que ça a vraiment donné l'impulsion aux personnes de pratiquer pour elles-mêmes, d'avoir une pratique personnelle. Pause, brosser. Bien sûr avoir... Ça a donné cette impulsion-là. Hein. Les gens se sont mis vraiment à pratiquer régulièrement sans plus attendre les rendez-vous que je leur proposais. À ce moment-là, les technologies numériques peuvent être pensées soit comme des solutions de continuité pour essayer de pallier l'absence de séances présentielles, mais on peut aussi envisager les choses autrement en se disant que ce sont aussi des moments de développement expérimental d'une culture. Entre cette dynamique d'assurer ou inventer une continuité ou expérimenter une nouvelle forme de culture, se forment des conventions qui, elles, pour le coup, peuvent rester. Eh bien, merci à vous. Et puis, je dois avouer que c'est moi qui me suis lassée vraiment des cours en Zoom, j'en pouvais plus. Vraiment, moi aussi, je travaille toute la journée sur ordinateur. Et quand j'ai vu les beaux jours arriver, franchement, ça m'a fait plaisir de pouvoir repratiquer dehors, avec ou sans masque. Ouf, enfin libre. La frustrante période d'isolement à la maison semble déjà un lointain souvenir.
et la pratique sportive en groupe et en extérieur est un plaisir que l'on savoure. La pratique des arts énergétiques et martiaux chinois est intimement liée à la relation homme-nature. Si bien qu'à première vue, pratiquer chez soi de façon isolée peut paraître un non-sens. Eh bien, détrompez-vous, tout le monde n'est pas de cet avis. Changement de décor. Direction les Cévennes, à la rencontre de Natacha Ribou, professeure de Qigong, pour qui l'enseignement à distance est une véritable aubaine. J'avais pour projet de partir en province, m'installer. Comme je me suis excentrée de la région parisienne, j'étais en région parisienne avant, je suis allée dans le sud des Cévennes, et bien grâce à ça, des personnes m'ont dit « j'aimerais que tu continues à donner cours, est-ce que tu pourrais donner les cours en ligne ?» J'ai réfléchi un peu, ça m'a un peu fermée au départ, et je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer. Et voilà, ça fait déjà quand même maintenant la deuxième année que je fais ces cours en visio, avec Zoom et avec Jitsi Meet. Comme il y a des personnes qui sont très éloignées un petit peu en Ardèche, en Bretagne, etc., qui prennent les cours en ligne, ben ça les arrange en fait. Nous allons commencer par un échauffement. Bonjour Marc, bonjour Migdalia. Et nous allons réviser les 3 premiers mouvements également. Et 2. Le regard, c'est comme si l'oreille ici voulait se poser sur votre épaule et le regard va aller vers le dos de la main, ce qu'on appelle Wei Lao. Donc j'ai regardé un petit peu comment marchait Zoom. Là aussi, 2-3 fois ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Puis après j'ai compris, j'ai bidouillé. Puis effectivement j'ai acheté du matériel. J'ai acheté un grand écran pour un peu mieux voir mes élèves et puis les corriger en live. Et ensuite, j'ai pris ce qu'on appelle un Chromecast pour transférer ce que j'avais sur ma tablette sur grand écran. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des oreillettes pour que le son soit meilleur. Et ben, il me fallait un espace que j'avais puisque j'avais acheté une maison et je pouvais donc avoir cet espace-là. Mais j'ai quand même dans le cœur le fait de retrouver, heureusement par les stages, des cours en présentiel où les personnes sont là pendant une semaine, où je peux vraiment les voir d'une autre façon que sur un écran. Les cours en ligne ne peuvent pas proposer tout ce qu'on peut proposer en présentiel. Évidemment, se retrouver dans un groupe, c'est quand même sympathique aussi. Il faut qu'il y ait les deux. Pratiquer seul, pratiquer en groupe, pratiquer avec le professeur. On pourrait dire que les pratiques liées aux arts martiaux sont, comme on le dit dans le domaine des études de la communication, médiagéniques. Elles passent bien dans certaines formes de médias numériques, puisqu'elles mettent à contribution des figures, des corps qui performent, des figures plus ou moins harmonieuses, chorégraphiques ou expressives, et que de ces faits, elles rejoignent les langages privilégiés globalement sur ces médias numériques. Léa Palermo est une athlète accomplie, avec déjà pas mal de médailles à son actif. Après qu'une blessure au cervical lui ait volé son rêve olympique de Tokyo en 2020, Léa découvre la pratique du Qigong lors du premier confinement national. Une période qui lui aura été finalement plutôt bénéfique. Alors moi c'est Léa Palermo, je fais du badminton depuis l'âge de 8 ans. J'ai aujourd'hui 28 ans, donc ça fait un petit moment que je suis sur les terrains de bad. Et je suis spécialiste du double, donc je joue en double dame et double mixte à l'échelle internationale. Voilà, mes objectifs, évidemment, ça va être de me qualifier pour Paris 2024. Et puis en attendant, ça passe par des victoires significatives sur le sol européen, sur le sol mondial. Et idéalement, de commencer à aller chercher une médaille européenne. D'ici là, ce serait une belle étape pour se qualifier pour les Jeux, notamment. En badminton, on se spécialise très vite et du coup, on nous demande de très jeune de choisir un tableau
Et moi, j'ai fait le choix de faire du double. Premièrement parce que j'avais des difficultés physiques, j'avais des gros soucis au dos notamment. Et aussi parce que j'adore partager des choses. On réussit à ouais. Et il fallait quand même mettre fin à cette série parce qu'elles ont encaissé. De représenter la France et ses couleurs, c'est une immense fierté évidemment. Aussi, je pense, une certaine forme de récompense, de consécration par rapport aussi à ce que j'essaye de mettre en place au quotidien, tout l'investissement et l'exigence que je m'impose au quotidien pour performer. J'ai découvert le Qigong au tout début du premier confinement. Je sortais d'une qualification olympique, je le disais, qui s'est pas très bien terminée par les performances et notamment par une grosse blessure au cervical qui m'empêchait d'être performante en fait tout simplement sur les terrains de badminton parce qu'il y avait quand même un œdème osseux sans choc, sans torsion, sans coup. Donc c'est là où on réfléchit et on se dit ok, d'où ça peut venir vraiment. Et le Qigong en fait a été vraiment un tremplin vers la guérison. Petit à petit, je sentais plus de légèreté, de fluidité, peut-être un peu moins de tension. Donc j'en faisais tous les jours, absolument. J'ai choisi ce tutoriel en particulier parce que c'était un conseil de la part de ma coach en yoga et performance à l'INSEP qui m'a dit écoute, le Qigong ça peut être super pour tes cervicales, essaye, voilà, moi je t'envoie une vidéo, teste-la et tu me dis ce que tu en penses. Et au final ça a été le fil rouge, la vidéo fil rouge du confinement grâce à Armelle, ma coach. C'était une vidéo d'environ 20 minutes que je faisais tous les soirs avant de me coucher. Moi aujourd'hui, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est un outil incontournable pour être performant, pour se recentrer sur soi, pour prendre du recul, pour se reposer. En parallèle à sa pratique du Qigong, Léa décide de se rendre chez un praticien de Shiatsu. 2 disciplines asiatiques qui lui auront procuré des bienfaits complémentaires. Du coup, on fait des reps, on augmente. Donc là, c'est dur. Il a fait un check-up global et il m'expliquait qu'il passait par plusieurs portes d'entrée avec moi, de par mon profil. Il y a évidemment les circuits énergétiques avec les points typiques du shiatsu et la porte d'entrée musculaire, puisque je sollicitais beaucoup aussi mon corps musculaire en tant qu'athlète. Je dirais que le Qigong et le Shiatsu ont été complémentaires dans un sens où j'ai réussi à peut-être soulager mes cervicales grâce au Qigong en donnant beaucoup plus de mouvement, de fluidité dans les postures qu'on me proposait. Et le Shiatsu a été vraiment là pour en fait finir le travail entre guillemets. Ça tire ici. Hein. Ah oui, les épaules, j'ai chaud. Je sens. On est tout le temps à 100 à l'heure avec les entraînements, on nous demande de soulever des charges, d'aller le plus vite possible, le plus fort possible. Mais ça, le corps, de base, il n'est pas fait pour ça, déjà. Et le fait de contrebalancer avec des pratiques beaucoup plus douces, beaucoup plus recentrées sur une écoute de soi, une écoute de son intérieur, de ses muscles. En fait, on peut potentiellement mettre l'attention sur chaque partie du corps. Et quand on met ces attentions-là, on oublie qu'il faut être le plus fort du monde, le plus rapide du monde, celui qui soulève le plus. Et pour moi, c'est cet équilibre-là qui nous permet d'être performants en fait. Si au XXIe siècle, les arts énergétiques et martiaux chinois réussissent à s'adapter à l'ère numérique, peut-être est-ce là la force d'une pratique millénaire qui a montré sa capacité à traverser le temps long de l'histoire. Une singularité mise à l'honneur dans l'exposition Ultime Combat, qui a réuni au musée du Quai Branly Jacques Chirac près de 150 000 visiteurs à l'automne dernier. Un succès qui démontre bien l'intérêt que suscitent les arts martiaux d'Asie auprès du grand public. À partir du Xe, XIe siècle,
il y a eu des spécialistes des arts martiaux qui étaient des sociétés. On a vu aussi une importance de plus en plus grande des moines qui étaient en fait importants dans la mesure où les moines n'avaient pas à faire leur service militaire, mais ils avaient une formation au combat et très souvent, dans l'histoire de la Chine, ils ont aidé le palais impérial à lutter contre les envahisseurs, à remettre de l'ordre dans leur territoire, ou bien au contraire à se soulever contre ce pouvoir central. Et le plus connu, évidemment, c'est le temple Shaolin. Le temple Shaolin, c'est le centre du bouddhisme zen, du bouddhisme Chan, dont l'ancêtre, le premier patriarche, venait d'Inde. Donc le temple Shaolin a, à partir du 5e, 6e siècle, reçu une influence des arts martiaux indiens ou de certains arts du corps indien. Alors ces moines ont commencé justement par utiliser des techniques de combat avec des armes, le premier étant le bâton, parce qu'un moine a très peu de choses qui lui appartiennent, mais un bol et un bâton. Puis le sabre, d'autres armes. Et c'est un peu plus tard, à peu près au 10e, 11e siècle, que l'on sait que les moines Shaolin ont développé des techniques de boxe à main nue. Il y a aussi un très grand centre taoïste qui est le Mont Wudang, qui a joué un rôle très important pour les arts martiaux, notamment les arts martiaux dits internes. Il y avait sur ce Mont Wudang on peut dire un taoïste, un immortel, qui s'appelait Zhang Sanfeng, et qui est à l'origine de la légende du Taizixuan, puisqu'on raconte que Zhang Sanfeng avait assisté au combat entre une pie ou un oiseau et un serpent, et c'est le serpent qui a gagné grâce à sa souplesse face à l'agressivité de la pie. Dès les premiers siècles, on pratiquait ce qu'on appelle le Daoyin, qui a nourri le Qigong, mais qui était aussi très proche des mouvements qui ont été intégrés dans le Taizixuan. Et c'est évident que la dimension santé était présente depuis le début, parce qu'on ne peut pas pratiquer un art martial sans développer sa santé. Les méthodes corporelles, les méthodes de respiration, les méthodes de concentration, de recherche du calme mental, qui constituent vraiment l'essentiel de la pratique martiale, sont les méthodes aussi utilisées pour la santé. Et que le premier pas pour arriver au calme mental, c'est d'être en bonne santé. On pourrait dire le boom, la fièvre du Taizixuan date d'après les années 90, à tel point que récemment, le Taizixuan a été introduit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est quand même avant tout l'aspect santé qui est mis en avant à l'heure actuelle par rapport à l'Occident. Star incontesté de l'exposition, Bruce Lee aura inspiré toute une génération de pratiquants de Kung-Fu. Doté d'un corps unique en son genre et d'un sens inné du spectacle, il est une icône qui, avec la multiplication des productions cinématographiques du genre, fera bien des émus. Si bien que les techniques de combat spécialement adaptées pour le cinéma sont maintenant enseignées dans des écoles professionnelles de cascade. L'une des plus importantes d'Europe se trouve en France, à Leucato-Cambrésis, dans un cadre très privilégié. Alors, je m'appelle Maurice Chan, j'ai 46 ans, je suis cascadeur professionnel depuis 23 ans et ici au campus je suis coach chorégraphie de combat. On a pas mal d'élèves oui, qui viennent des arts martiaux, pas tous mais oui certains sont issus des arts martiaux vraiment traditionnels. Ça on le voit tout de suite, hein, nous sur les cours, enfin pour ma part, sur les cours de chorégraphie de combat, parce que je reprends toujours les bases
les bases martiales parce que c'est important, tout ce qui est coup-poing, tout ce qui est coup-pied. Et ça, je le vois tout de suite si les personnes ont déjà pratiqué avant. Et si elles ont pratiqué, pour moi, on a passé déjà un niveau. Après, oui, il y a encore tout le travail de précision, de coups, parce que le cinéma, le spectacle et les arts martiaux traditionnels, c'est un travail totalement différent. Parce que là, on ne va pas aller au contact, on va encore une fois donner l'illusion. Et c'est ce travail-là qu'il faut dissocier. Depuis petit, j'ai grandi avec les films de Jackie Chan et de Bruce Lee et c'est ce qui m'a donné un peu la fièvre des arts martiaux et qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Je voulais devenir acteur d'action à l'image de Jackie Chan et aussi être là-dedans, dans cet univers incroyable. La pratique de la cascade et la pratique des arts martiaux est indissociable. Ça nous apprend, bien sûr, nous arme d'une condition physique qui est, comment dire, recherchée dans l'univers de la cascade, aussi bien la souplesse, l'équilibre, l'agilité, la force et la rapidité, aussi bien que à l'intérieur, dans le sens où on va être à l'écoute, parce que c'est un métier où on doit être discipliné, forcément, toujours prêt et rester focus, quoi. Je lève, je tape, je recule, et la planche est en train de tomber, je vais pour pouvoir. Mais pendant que tu descends, tu viens de regarder. Oui, il y a de plus en plus de filles qui viennent ici à l'école et puis qui sortent aussi de l'école. Et puis le métier aussi est plus ouvert maintenant. Donc il y a plus. Et puis les filles sont aussi recherchées, sont beaucoup recherchées. Donc au final, les filles qui sont bien et qui ont une bonne énergie, qui ont une bonne capacité chorégraphique ou de cascadeuse, elles partent directement travailler à l'étranger. Elles savent faire du combat, elles savent faire de la torche, elles savent faire tout ce qui est cascade physique, câblage et tout ça. Donc c'est les qualités qui sont recherchées dans les films étrangers, des gros Marvel, et, les films américains et tout ça. Donc elles sont appelées facilement et on sait que voilà, c'est de la qualité. Je suis une passionnée des arts martiaux depuis toute petite. Mes deux parents sont maîtres et enseignent le kung-fu et les arts énergétiques chinois. Donc moi, je suis tombée dedans depuis que j'ai 7 ans. Je suis née dans les films de kung-fu de Jet Li, de Bruce Lee, de Jackie Chan. Et du coup, je trouvais que c'était un des meilleurs moyens de pouvoir faire ce que j'aime. T'es là, tu bouges pas. Ah ouais, t'es là, t'es là, regarde. Si j'attaque, boum, bam, oh. Je peux faire et c'est un métier qui reste quand même dangereux, ça faut le rappeler à chaque fois. Donc là, il y a des choses qui marchent et c'est génial. Mais voilà, des fois ça marche pas tout le temps, le risque zéro n'existe pas. C'est ce qu'on leur demande ici aussi à l'école, de se focaliser sur les choses et de pas, parce que c'est passé 2-3 fois, bon, ça y est, on prend la confiance. Et sur un tournage, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on va faire une grosse cascade, on l'a testé, on répète, ça marche super bien, et puis en tournage, on peut se blesser. Après, ici au campus, ils nous donnent énormément de techniques. C'est à nous, après, d'essayer de les retenir le plus possible pour pas se blesser. Et quand il y a des blessures, c'est vrai que ma partie interne dans les arts martiaux me permet de venir rééduquer, on va dire, tout ce qui est tendons, articulations, des choses comme ça. Dans le kung-fu traditionnel, en tout cas, kung-fu moderne, je connais moins, mais kung-fu traditionnel, en fait, tout ce qu'on fait est applicable 2 à 2. Donc on a la partie martiale, on a la partie interne aussi. Donc en fait, vous avez toute une partie de Qigong dans notre style et dans les styles de Kung Fu en général, qui va travailler sur tout ce qui est santé, sur le corps humain, le but étant de pouvoir pratiquer le Kung Fu jusqu'à 90, 100, 110 ans. Voilà. Arts internes comme le Tai Chi Chuan et le Qigong, ou externes, à l'image du Kung Fu, les arts martiaux chinois sont des disciplines complètes qui peuvent être pratiquées partout et procurent des bienfaits aussi bien sur le mental que sur le physique.
La pandémie de Covid-19 a engendré de nouvelles formes d'enseignement que la plupart des maîtres et professeurs du monde entier ont dû expérimenter faute de mieux. Mais ces utilisations perdurent et se démocratisent sans pour autant se substituer aux formes classiques d'apprentissage, fort heureusement.